Moi, dans un premier temps, je vais vous parler d'ulcères et de cancer de l'estomac. En fait, je me suis rendu compte que quand je demandais à mon entourage quelle était pour eux la cause principale des ulcères et des cancers, eh bien, ils me répondaient ça, le stress. Et ils n'avaient pas totalement tort. Parce qu'avant 1983, en fait, la communauté scientifique pensait également que le stress était la cause principale des ulcères et des cancers. Et donc, il a fallu attendre que deux chercheurs australiens, Warren et Marshall, découvrent qu'en fait, la cause, eh ben, c'était elle. Donc c'est une bactérie du nom d'Helicobacter pylori. Et pour démontrer le lien vraiment entre les ulcères et cette bactérie, Marshall est même allé jusqu'à avaler des cultures de bactéries. On lui a fait une biopsie, il a vu qu'il développait un ulcère, il a pris des antibiotiques pour tuer donc la bactérie, ils ont refait une biopsie et ils ont vu que le tissu avait guéri. Donc quand on imagine le chercheur en tant que savant fou, des fois on n'est pas très loin. Donc voilà, donc Helicobacter pylori, elle est présente dans 50% de la population mondiale. Dans 100% des cas, elle va développer des gastrites chroniques, c'est-à-dire que c'est des inflammations, des petites inflammations des cellules de l'estomac. Mais dans 80%, c'est asymptomatique. Donc vous ne savez même pas que vous êtes infecté. Cependant, dans 15 à 20%, vous allez développer des ulcères gastriques. En fait, c'est une perforation des premières couches de cellules de l'estomac. Et c'est ce qui cause ces brûlures très intenses. Après, dans 0,3%, vous pouvez développer des lymphomes de Malte et dans 1 à 3% des adénocarcinomes. En fait, ce sont des cancers. Et 1 à 3%, je suis sûre que vous vous dites, c'est vraiment minime, c'est peut-être pas très important. Mais il faut savoir en fait que le cancer de l'estomac, c'est le deuxième cancer le plus meurtrier au monde après le cancer du poumon. Et on estime qu'il y a autant de morts dues à Helicobacter pylori que de personnes qui sont mortes d'accident de la route. Donc c'est pour ça que je présente une protéine, la protéine KAGA. En fait, c'est une protéine qui est injectée dans les cellules humaines et été retrouvée en fait, chez les patients atteints de cancer. Du coup, il y a des chercheurs qui ont pris des souris dans lesquelles ils ont surexprimé donc, cette protéine KAGA. Et en fait, ils ont vu qu'en effet, dans leur estomac, elle développait des tumeurs. Je m'intéresse plus particulièrement au mécanisme d'injection de cette toxine. Donc là, vous voyez, vous avez l'estomac, donc qui est infecté par Helicobacter pylori en noir. Si je zoome, j'ai l'acide gastrique en rose. J'ai le mucus ici en vert qui protège nos cellules de l'acide gastrique. Ici, j'ai nos cellules, et au-dessus en noir, toujours Helicobacter pylori. Ici, j'ai les cellules épithéliales de l'estomac, et ici, le mucus. Et donc, pour injecter la toxine, la bactérie, elle va sécréter donc, dans le milieu des protéines, qui sont représentées ici sous forme de ciseaux, et qui vont venir casser les liaisons entre les cellules. Du coup, elle va passer à travers, se retrouver de l'autre côté, et une fois en fait qu'elle va s'approcher donc des cellules épithéliales, elle va sécréter des protéines qui vont s'assembler comme une seringue et qui vont permettre en fait à la toxine de passer à l'intérieur, de se retrouver en fait au bout de la seringue, d'interagir avec un récepteur humain ici et d'être injectée dans nos cellules. Donc moi, pendant ma thèse, je m'intéresse plus particulièrement aux protéines qui organisent l'aiguille de la seringue. Et en fait, j'essaie de déterminer l'organisation de ces protéines, parce qu'en fait, là, c'est un modèle, on n'a aucune idée de l'organisation de cette aiguille, première chose. Et deuxième chose, ces protéines, elles sont également capables d'interagir avec le récepteur. Et l'hypothèse, c'est qu'elles interagiraient avec le récepteur. Du coup, le récepteur changerait de conformation. Il se mettrait dans une conformation favorable pour que la toxine, hop, clac, 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 une fois qu'elle est injectée, elle interagisse avec le récepteur et elle est injectée dans les cellules épithéliales. Alors comment je détermine la structure de ce qu'on appelle un pilus, de ce pilus et de ses interactions? Eh bien, j'étudie la structure 3D des protéines. Voilà les structures 3D. Alors en fait, une protéine, c'est fait d'acides aminés. Et ces acides aminés, ils ont une structure bien particulière dans l'espace. Vous voyez, ici, ces acides aminés forment des hélices. Et ici, ils forment des brins bêta. Et en fait, c'est parce que ces acides aminés ont cette structure-là que ça apporte cette fonction à cette protéine. Si je prends un exemple simple, si je prends une clé, donc une clé, c'est ma toxine. La serrure, c'est mon récepteur. Et quand je mets la clé dans la serrure, j'ouvre la porte. C'est la fonction d'une clé. Et bien ma protéine, c'est pareil. Quand elle interagit avec le récepteur, une de ses fonctions, hop, après, c'est d'être transloquée. Et ça marche pourquoi? Parce que cette région de la clé, elle est vraiment complémentaire de la serrure. Si je mets une autre clé, ça ne va pas rentrer. C'est pareil pour les autres protéines. Ils ne vont pas interagir avec le récepteur. Donc c'est vraiment une fonction spécifique. Moi, en fait, ici, ce qu'on essaie de déterminer, par exemple, on peut se dire que cette région-là, elle interagit avec le récepteur, une fois qu'on a la structure. Donc là, c'était la toxine KAGA qui a été résolue par l'équipe en 2012. Alors, comment on détermine les structures 3D des protéines? Il y a plusieurs techniques. Moi, je vais vous en développer juste rapidement une seule. C'est la cristallographie au rayon X, parce que c'est l'année internationale de la cristallographie. Donc, il nous faut des scientifiques,
Donc la première étape, c'est de passer du gène à la protéine pure. Donc ce qui se passe, c'est qu'on prend une bactérie, moins pathogène que la nôtre. En vert, vous avez en fait son ADN, et nous, on lui insère en jaune l'ADN qui code pour notre protéine. Ensuite, on va mettre notre bactérie dans des milieux très riches en culture, donc on va faire pousser nos bactéries, pour du coup, elles expriment la protéine qu'on veut cristalliser à l'intérieur d'elle-même. Du coup, après, on va casser les parois de la bactérie, donc ça se fait par ultrason par exemple ici. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a cassé les parois, on obtient notre protéine en jaune, mais également toutes les autres protéines qui sont contenues à l'intérieur de notre bactérie. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est une étape de purification. Donc, ce qui se passe, c'est que notre protéine, en fait, on lui ajoute ce qu'on appelle une étiquette. Cette étiquette, en fait, elle va avoir une affinité spéciale, par exemple ici, pour une matrice que vous voyez en rose. Donc, notre protéine, elle va venir se fixer sur cette matrice, mais les autres qui n'ont pas d'étiquette, elles vont passer à travers, et du coup, on va pouvoir sélectionner notre protéine. La deuxième étape, c'est de passer de la protéine en solution au cristal. Donc la protéine en solution, ici, en fait, elle est dans un état complètement désordonné, ça bouge. Et on va passer au cristal ici, où c'est un état très ordonné. C'est comme si vous preniez une pièce de Lego, donc c'est notre protéine, par-dessus, vous lui remettez la même pièce de Lego, ainsi de suite, en hauteur, en largeur et en profondeur. Ça va faire un réseau. Et donc comment en fait on passe donc, de cet état liquide à cet état de cristal? Et bien on fait ça en fait par diffusion de vapeur. C'est-à-dire qu'on prend une plaque, voilà, où à l'intérieur il y a des trous, c'est le réservoir. Dans ce réservoir, on met un agent précipitant. Au-dessus, on va prendre une lamelle, comme ici. Sur cette lamelle, on va mettre un peu de protéines et un peu de réservoir. Après la lamelle, on va venir la sceller, hop, sur le réservoir. Et du coup, vu qu'ici, en fait, on est moins concentré en sel que là, par diffusion de vapeur, l'eau va aller du milieu le moins concentré au milieu le plus concentré. Par conséquent, le volume de la goutte va diminuer, mais la quantité de protéines, elle, c'est toujours la même. Donc du coup, on augmente en concentration. Et c'est comme ça que le cristal se forme. Alors le problème, c'est qu'on ne sait pas dans quelles conditions les protéines cristallisent. Donc on teste ça, on fait 500 fois, 1000 fois. Donc là, il y a Sylvain qui est en train de vous préparer une solution avec des cristaux. Donc il va tourner après la loupe binoculaire, donc vous pourrez venir voir les cristaux en train de pousser. Vous voyez le cristal qui croît au cours du temps. Donc là, c'est en accéléré. Donc voici maintenant des images de cristaux de protéines. Donc, vous voyez, ça peut avoir plein de formes. Ça peut être en forme d'étoile, en forme d'épée, en forme de losange. Et donc la dernière étape, c'est de passer du cristal à la structure 3D. Donc en fait, dans un premier temps, on va venir pêcher le cristal. Donc vous voyez ici, c'est en gros, donc c'est une boucle, là il y a le cristal. Ça se fait sous la loupe binoculaire. Après, là il y a Thomas qui congèle le cristal dans l'azote liquide. Pourquoi? Parce qu'il va falloir le transporter, parce qu'on va shooter le cristal par un flux de rayons X. Et il y a deux en fait organismes en France qui permettent de le faire. C'est l'ECRF à Grenoble et Soleil à Paris. En fait, c'est un anneau qui fait 1 km de longueur. On a un flux de rayons X permanent. Donc nous, on arrive, on met notre cristal. Et si le cristal, il est bien ordonné, il va nous donner un cliché de diffraction. Et en fait, par des traitements mathématiques, on va obtenir une carte de ce qu'on appelle une carte de densité électronique. Alors, qu'est-ce qu'une carte de densité électronique? En fait, c'est simplement l'enveloppe de la protéine. C'est-à-dire qu'on va venir replacer la protéine dans son enveloppe. Alors, juste pour que ce soit plus simple. Bon, alors, la carte de densité électronique, c'est ça, c'est la trace de ma main. Et ma main, c'est la protéine. Donc, par exemple, ici, je sais que le petit doigt, il se trouve au bout, et il est bien défini par le contour. Du coup, je vais pouvoir le replacer. Après, je sais qu'après le petit doigt, il vient les 3 autres doigts. Du coup, je vais pouvoir replacer les 3 autres doigts. C'est pareil pour une protéine. Il va y avoir un acide aminé où le contour va être bien défini. Je vais pouvoir le replacer, mais derrière, j'ai une séquence. Donc, je sais qu'après, par exemple, le tryptophane, il va y avoir une alanine, une asparagine. Donc, je vais replacer les autres résidus. Par contre, comme vous pouvez voir là, pour le pouce, je ne peux pas le replacer. Je ne sais pas si le pouce, il est comme ça, parce qu'il n'y a pas d'information. Donc ça peut arriver. Ça peut provenir en fait que la protéine, elle s'est dégradée en solution, ou que mon pouce est trop flexible. Des fois, dans le cristal, il est comme ça, ou il est comme ça. Donc du coup, vu que ça moyenne, je n'ai pas d'information. Donc pour conclure, pour finir sur ma thèse, donc moi, il ne me manque pas que le pouce, il me manque toute la main, parce que je suis en première année de thèse. Mais j'espère bien qu'à la fin de ma thèse, je tiendrai des informations, des structures sur les protéines qui composent cette aiguille et qui interagissent avec ce récepteur pour préparer un mécanisme d'assemblage et pourquoi pas pour de nouvelles cibles thérapeutiques. Donc je voudrais remercier l'équipe de biologie structurale du complexe macromoléculaire bactérien, donc à l'IVCP,
notamment mon directeur de thèse Laurent Terrado, Alexandre et Thomas, mes modèles photos, Sylvain, mon aide, Virginie Guéguin-Chaignon qui appartient à la plateforme de cristallographie qui a fourni le petit film, et tous les membres de l'organisation du parfum.